La prise de conscience du dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir. On comprend que la principale source de nos problèmes est le rejet dans l'atmosphère d'une molécule très particulière, le dioxyde de carbone, afin notamment de développer la société humaine. Mais concrètement, comment se défaire du problème quand la société entière est accro à cette substance magique ? Je m'appelle Pierre et avec Alex, nous allons vous parler d'environnement et de parcours inspirants. Pour nous, comprendre le problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Bienvenue sur Post Carbone. Nous accueillons Benoît. Benoît, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous ? Bonjour les gars, bonjour Alex, bonjour Pierre. Merci de m'accueillir sur le podcast Post Carbone, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que je peux dire en quelques mots ? Je m'appelle Benoît Wekel, je suis arrivé à Montréal il y a environ 6 ans maintenant, bientôt 6 ans. Je suis venu dans le cadre d'une maîtrise en ingénierie biomédicale à Polytechnique Montréal. Donc j'ai complété mon cursus d'ingénieur en France avec cette maîtrise. Et donc depuis que j'ai terminé cette maîtrise, il y a environ 3 ans et demi, 4 ans bientôt, je travaille dans le secteur des dispositifs médicaux. Donc je fais partie d'une équipe qui conçoit des dispositifs médicaux. Ça, c'est ce qui m'occupe une bonne partie de mes journées. Et à côté de ça, je suis très impliqué en environnement avec la fresque du climat, dont je suis animateur et formateur, on pourra en reparler. Je suis aussi membre de l'association Les Shifters Montréal, qui sont on pourra aussi détailler, mais c'est une structure qui vise à accueillir et soutenir les initiatives de la décarbonation de notre société au Québec. Et dernièrement, j'ai aussi fondé avec 6 autres personnes une coopérative, la coopérative Sens Climat, qui vise, on pourra détailler aussi, mais qui vise à amener la fresque du climat dans les organisations, les entreprises, les universités, les municipalités, etc. Donc voilà mes différentes casquettes. Tu t'ennuies pas trop, quoi. Non, ça va, je suis bien occupé. Comment ça t'est arrivé Comment c'était venu de t'intéresser au climat ? Je pense en fait, c'était vraiment un peu par hasard. C'est que depuis que je suis tout petit, puis tous ceux, je pense qu'on grandit avec C'est pas sorcier, partagent ça, mais un grand curieux de tout. C'est aussi pour ça que j'ai fait des sciences au départ. Donc d'abord des sciences autour de l'ingénierie, sciences physiques, très intéressé par tout ça. Puis après aussi des sciences économiques. Dans le cadre de mon cursus d'ingénieur, j'ai fait une licence d'économie aussi en parallèle. Justement parce que pour comprendre un petit peu comment la société fonctionne, genre comprendre la physique, c'est bien pour comprendre le monde qui nous entoure, mais comprendre les phénomènes physiques, ça permet pas de tout expliquer dans notre quotidien. Donc avoir quelques billes dans le monde économique, c'était intéressant pour mieux comprendre. Et voilà, en vagabondant comme ça sur le chemin de la curiosité, je suis tombé un petit peu sur les sujets environnement, climat. Je suis même plus bien certain de par où ça a commencé, mais il me semble que c'était la lecture d'un bouquin de Jean-Marc Jancovici qui s'appelait Dormez tranquille jusqu'en 2100 Oui. et autres contre-vérités sur le changement climatique. Donc j'étais en début de 2e année aux mines quand j'ai lu ça. Et waouh, c'était vraiment une claque parce que et puis en plus maintenant avec le recul, il y a tellement de trucs qu'il avait prédit dans ce bouquin qui se sont réalisés. C'est incroyable, franchement. Ouais, totalement. Donc ça, forcément en fait on y repense après avec l'actualité. Mais donc ouais, il y avait tellement de points que j'avais pas réalisés puis qui m'ont donné envie de creuser. Ça paraît tellement gros que ça donne envie de creuser. Et donc après j'ai commencé à lire des trucs. J'ai suivi les cours des mines de Paris de Jean Covici, j'ai écouté ses conférences, j'ai lu plein de trucs. Et après, c'est ça, pas à pas, puis des rencontres, envie de s'investir, et puis en cherchant un petit peu, en tâtonnant pour savoir comment agir. J'ai découvert les Shifters, puis le groupe à Montréal, et puis après la fresque du climat aussi. Nickel. Non, mais c'est vrai que moi, ça a été la même révélation que toi, là. Tu tombes sur une vidéo ou un livre de Jean-Marc Jancovici où c'est plein d'autres vulgarisateurs et d'un seul coup, surtout que moi, je suis pas ingénieur de formation. Donc, du coup, quand tu viens des sciences sociales, tu oublies un peu les interactions physiques. Tu connais les interactions sociales, là, comme tu disais, avec ta licence en économie, mais pas les interactions physiques, tu sais. Et genre, tu te retrouves à te dire, waouh, c'est immense, quoi. Tu sais, il y a plein de choses que tu prends pas en considération. Genre, l'importance de l'énergie dans nos sociétés, on prend pas du tout en considération dans les sciences sociales. Donc, du coup, ça doit être punch. Mais toi, peut-être que tu avais déjà cette approche-là. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que nous, notre cursus, on le construit un peu à la carte. Là, j'étais dans une école d'ingénieurs très généraliste, donc on prenait plein de modules, plus ou moins gros, pour construire un parcours. Et donc moi, j'étais dans un parcours un peu orienté ingénierie santé, mais à chaque trimestre, tu rechoisis des cours, tu rechoisis des modules. Et donc tu te poses des questions, un peu, t'essayes de voir un peu tes centres d'intérêt, mais aussi comment tu construis un métier à la sortie de l'école. Il y a un peu quand même cette attente de
bon, faut que je sois capable de trouver un job quand je Oui. sors de l'école, parce que je peux pas juste faire de la culture générale. Et donc il y a aussi en permanence ce questionnement de bon bah à quoi va ressembler le monde, c'est quoi le rôle de l'ingénieur, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, etc. Donc forcément ça oblige un petit peu à balayer loin sur l'horizon pour essayer de comprendre un peu ce qui va être pertinent ou non. Et c'est pour ça que moi j'avais un petit peu suivi pour voir est-ce que je faisais un parcours développement durable, environnement, mais c'était très balbutiant en fait. Pourtant moi j'ai pas gradué il y a 1000 ans non plus, mais à l'époque c'était vraiment très balbutiant, il y avait pas grand chose, donc j'avais plutôt poursuivi dans ma première idée qui était de faire de l'ingénierie pour la santé. Ouais, puis t'avais déjà des types comme Jean Covici comme qui venaient en plus à ton école. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles Non, d'ingé qui pas aient encore, des non. intervenants C'était pas encore le moment. de cette pointure. Mais nous, il venait pas. Moi, je l'ai suivi sur YouTube comme tout le monde. Hein. Mais je pense il intervient comme mine de Paris. Moi, je fais les mines de Saint-Etienne. Ah, et, d'accord, ok. et je suis pas sûr que quand j'y étais, il intervenait déjà. Je suis même pas sûr. Je sais Parce pas. que son cours, c'est 2019, je crois, la Ouais. publication sur YouTube. Donc moi, je pense que c'était pas encore le cas. Parce que 2015, moi, j'ai commencé. Ok, d'accord. Donc du coup, c'était un processus qui a été évolutif pour toi Ouais, de bien te sûr, c'est des tourner. petits pas. Ok, des petits pas. Donc il n'y a pas eu de déclic à un moment où tu t'es dit. Et le moment de l'action, il est arrivé à quel moment? C'est genre, est-ce qu'au moment où tu as appris peu à peu, l'action a été graduelle comme l'implication? Ou c'était plutôt quelque chose qui s'est fait, tu sais, au bout de 4-5 ans où tu as lu, tu dis, ah maintenant j'ai envie d'agir, ça commence à être urgent? Non, mais c'est vraiment graduel. Hein. Puis Ok. je sais pas si je suis encore au max de l'action. Là, je pense que c'est vraiment pas. C'est un spectre. Hein. C'est pas. Il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui font rien. Totalement. Je pense qu'il y a vraiment tout un spectre comme ça d'investissement dans l'action. Ça a commencé juste par essayer de rencontrer les gens. Les premiers, je me rappelle, les premières mensuelles des Shifters Montréal auxquelles je suis allé, c'était des conférences dans les bibliothèques, puis on en discutait après autour d'un verre. Voilà. Et donc de partir un petit peu de ce mouvement. Et la fresque du climat, c'est venu parce que je connaissais l'outil depuis un peu le début, parce que justement, une fille qui était 1 an avant moi aux mines de Saint-Etienne a fait partie un petit peu des tout premiers animes, là en 2018, quand ils ont créé l'assaut. Donc moi, j'en avais entendu parler, mais à ce moment-là, j'étais déjà au Canada, à Montréal, mais comme je suivais un petit peu l'actualité et puis tout ça de la promo, j'avais entendu parler, et puis même ça avait fait un petit peu de bruit en France, ils avaient été à la COP, à Madrid, il me semble. Ouais. Donc ça avait fait quand même un peu de bruit. Ça avait l'air cool, mais voilà, j'en savais pas plus que ça. Et donc pendant la Covid, j'ai eu plein de temps libre, Comme nous, c'est bien. comme plein de gens, mais je faisais partie d'une troupe de théâtre, la troupe de théâtre de Polytechnique Montréal. On devait jouer en avril. Autant vous dire qu'on n'a pas joué cette pièce. Et je me suis retrouvé avec plein de temps libre d'un coup. Et en plus, ils avaient créé, les gens de la fresque du climat, une version en ligne. Alors je sais pas s'ils l'avaient créée à ce moment-là ou si elle existait déjà, puis ils l'ont poussée, mais en tout cas, j'ai pu faire un atelier en ligne. Et je me suis dit c'est cool, c'est vraiment cool. Puis comme j'avais plein de temps, je me suis formé juste après pour commencer à animer. Puis après j'ai commencé à animer de temps en temps, puis un petit peu plus, de plus en plus. Puis après c'est vraiment en rencontrant les autres gens de la communauté à Montréal, des animes, puis plus largement des gens qui agissent un petit peu en environnement avec plein de différents, plein de types d'actions différentes, qu'il y a eu envie d'en faire un peu plus, souvent en fait pour répondre à un besoin. Vraiment c'est un peu un petit pas appelle à un autre, puis t'en fais, plus t'es sollicité, et comme t'es sollicité, t'as envie d'en faire plus aussi pour aider la communauté. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est construit, moi. Alors du coup, vas-y, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est que La fresque du climat. la fresque du climat. C'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Quel besoin ça répond et comment ça marche? Ouais. Alors la fresque du climat, c'est 2 choses en fait. C'est à la fois une association en France et un jeu, un atelier. Donc c'est un monsieur, Cédric Rickenbach, qui a été un des présidents du Shift Project, pour ceux qui connaissent, qui a eu cette idée en 2015. En fait, il a pris des concepts clés un petit peu des rapports du GIEC, et il a demandé à des étudiants de les remettre dans l'ordre de cause à conséquence pour en fait bien comprendre quel était le message clé du rapport, et notamment celui du groupe 1 sur la physique du climat, pour bien comprendre un peu de quoi on parle quand on parle de changement climatique. Donc c'est vraiment 42 cartes à remettre dans l'ordre de cause à conséquence, avec des visuels, des graphiques, des concepts, qui comme ça réexpliquent le changement climatique. Et ça a tellement bien marché comme outil pédagogique qu'en fait ils ont créé l'association autour, puis ils ont finalisé le jeu. En fait ils ont vraiment créé ce jeu, puis l'association autour pour le diffuser. Et maintenant c'est un outil en licence Creative Commons qui est propriété de l'association, que tout le monde peut utiliser après s'être formé pour mener des ateliers de sensibilisation et de mobilisation autour du changement climatique. Et donc l'atelier en tant que tel, il dure un peu moins de 3 heures, enfin environ 3 heures, et il est divisé en 4 temps.
Donc la première heure et demie, ça se joue à 6-8 personnes par table. La première heure et demie, les participants doivent remettre dans l'ordre de cause à conséquence les 42 cartes qui leur sont distribuées par lot. Donc c'est important de comprendre que c'est vraiment pas un cours ou une conférence. Il y a un animateur ou une animatrice qui est là, qui facilite l'atelier, mais c'est pas descendant, c'est pas un cours. Le contenu des cartes se suffit à lui-même, et puis on utilise l'intelligence collective du groupe en fait pour être capable de remettre tout ça à plat, puis d'apprendre collectivement, de co-créer comme ça notre compréhension du problème. Donc ça, c'est la première heure et demie. Après, on a un temps de créativité qui permet à la fois d'assimiler tout ce qui a été vu, parce que c'est assez dense en information, surtout dépendamment des publics, puis de ce que les gens savent déjà du sujet ou non. Ça permet aussi de faire appel à notre créativité, ça permet à certains types de personnalités de s'exprimer autrement. Donc on a un petit temps comme ça de 20-25 minutes. Après, ce qui est très bien et ce qui est pas banal, je trouve, dans les approches pédagogiques, on a un temps de partage des émotions, qui nous permet aussi d'accueillir comment les gens se sentent vis-à-vis du problème, parce que ça peut être un sujet assez compliqué pour plein de gens. Et on termine sur les actions. C'est sûr que moi, je trouvais ça marrant que vous ayez fait cette approche-là à la fin des émotions. Je me suis dit, c'est quand même la première fois que je vois ça, c'est quoi cette histoire? Et puis c'est vrai que c'est vachement cool. En plus, vous avez un graphique avec vraiment toutes les émotions qui sont affichées, genre comme ça, c'est ta spécialité, ça. C'est toi qui l'as ajouté. Non, mais alors c'est pas de moi, mais non, c'est pas de moi, mais on a plusieurs manières de l'amener, et après on tâtonne un peu, on essaye différentes choses avec différents groupes. Il y a plusieurs manières de le faire. La manière en tant que telle n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment la bienveillance, l'écoute, c'est créer un cadre dans lequel tout le monde va être capable de s'exprimer, de bien connecter à ses émotions et de le partager, puis de faire en sorte que le reste du groupe l'accueille et puis qu'on soit là aussi pour l'accueillir. C'est facile à créer, ça? Ça dépend vraiment des groupes, mais généralement, oui, ça va. C'est pas la partie la plus difficile, je trouve. C'est sûr que c'est impressionnant au début. Parce que vous êtes face à 6, 12, 15 inconnus, dépendamment de l'atelier là. Donc ça peut être un peu impressionnant. Tout l'aspect un petit peu gestion de groupe, retour des émotions, ça, c'est sûr que ça peut être impressionnant. Mais c'est vraiment fondamental parce que si on se connecte pas à nos émotions, si on se rend pas compte en fait de qu'est-ce que ça nous fait nous en tant qu'humains de savoir tout ça, c'est assez dur après de se mobiliser pour passer à l'action. Sinon, c'est vraiment une problématique très froide, très conceptuelle. Aussi, je pense. Mais même, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive, très négative, des fois il y a de la tristesse, de la colère, peu importe finalement. L'important, c'est que c'est quand même une situation qui nous fait quelque chose, et donc sur laquelle on a envie d'agir parce que ça nous touche. Si un truc nous touche pas, la probabilité que les gens aient envie d'agir pour ce sujet, elle est assez faible. Donc c'est important de connecter à ces émotions, puis il y a aussi de se rendre compte qu'on peut, dépendamment de nos participants, on peut avoir des retours très différents. Je disais, de la colère, de l'anxiété, de la peur, ça arrive. Mais aussi, souvent, des gens qui sont contents de comprendre un peu mieux tout ça, le côté, waouh, en fait, c'est plus clair maintenant. Ça, des fois, justement, ça fait diminuer l'anxiété d'avoir le truc à plat et de reprendre un peu la main dessus. Donc, voilà, ça fait un petit temps d'échange. Moi, franchement, ça fait un peu écho parce que quand j'ai découvert les conférences de Jean Covici, c'était pareil pendant le confinement, enfin comme beaucoup de monde, je pense, tu vois. Et il y a l'effet, comme tu dis, l'effet claque dans la gueule que tu te prends tout de suite, quoi. Et du coup, quand t'es tout seul dans ta chambre, que t'écoutes ça, tu vois, le podcast, et puis ça donne chaud un peu. Tu te prends 1 heure dans la tronche où là, il te dit vraiment factuellement ce qui se passe, tu vois. Bah, t'es deg, tu vois, et puis quelles que soient les émotions, il y a personne pour t'accompagner, en fait. Je dis pas que c'est dangereux, mais c'est juste que t'es tout seul, toi, avec le ressenti que ça va te créer. Éventuellement, t'as ta famille, mais est-ce que elle va comprendre parce qu'elle a pas vu la conférence à côté, donc elle va se dire, bon, bah, Pierrot, ça va aller, ou quelle que soit la personne, tu vois. Alors que c'est vachement bien de pouvoir prédigérer avant d'être chez soi, en collectif, et d'avoir avec des gens tout de suite, avec qui t'as eu partagé l'expérience, avec qui partager ça. Surtout que la dernière partie, c'est comme tu l'as souligné, c'est les solutions. Donc ça fonctionne comment, ça? C'est ça. Juste pour rebondir sur ce que disait Pierre, et puis après on parle des solutions, mais c'est vrai que c'est hyper important, puis je pense que c'est aussi ce qui fait que la fresque du climat marche autant, c'est le fait de pas être seul, hein, c'est d'être en groupe. C'est hyper important de pas rester seul face à ces enjeux qui nous dépassent tous, parce que sinon on est complètement écrasé par la tâche. Donc c'est très important pour gérer notre éco-anxiété, puis pour avoir envie d'agir, puis garder un petit peu la pêche, rester positif, de se connecter à des gens qui agissent, de rencontrer des gens qui ont envie d'agir ou qui s'intéressent. C'est super important de vraiment pas rester seul. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui en sont encore à découvrir les sujets, puis voilà, qui traversent des moments difficiles seuls dans leur chambre,
rapprochez-vous de n'importe quel collectif, n'importe quelle association en environnement de gens qui agissent, ça vous fera le plus grand bien, c'est vraiment important. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès du jeu. En plus, c'est ludique, ce qui est quand même un tour de force quand on sait le sujet. Et pour la partie des actions, ouais, c'est très important parce que il y a pas de carte solution dans la fresque du climat. Il y a rien de descendant sur les solutions parce que je l'ai pas dit, j'aurais dû, mais le contenu des cartes est entièrement tiré du rapport du GIEC, donc le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Et le travail que fait le GIEC, c'est vraiment une synthèse de la connaissance scientifique et c'est pas prescriptif, les rapports du GIEC. Donc ils travaillent par des scénarios, ils nous expliquent à l'ensemble des gouvernements du monde, voilà, en fonction des décisions qu'on va prendre, en fonction des émissions de gaz à effet de serre qu'on va faire d'ici la fin du siècle, bah voilà le monde qu'on peut s'attendre à avoir. Et aussi dans le groupe 3, ils nous présentent les différents leviers techniques, technologiques, sociétaux dont on dispose, quels sont les niveaux de réduction qu'on peut espérer de chaque levier en fonction des moyens qu'on y met. Mais encore une fois, c'est pas prescriptif, quoi. Ils nous font un petit peu un panel ils nous montrent clairement l'état du monde et puis en fonction de nos choix, ils nous disent à quoi on peut s'attendre. Et donc l'approche, ça a été vraiment de dire, on va pas proposer des solutions aux gens, on veut créer un cadre de discussion et de débat qui permette aux gens de proposer des actions. Ce qui en plus est intéressant parce que ça permet de les ancrer dans la réalité des personnes qui viennent aux ateliers. Donc quand c'est des ateliers grand public qu'on fait pour le grand public, qu'on accueille tout le monde, au moins ça a l'avantage d'être ancré dans le territoire où on accueille les gens. C'est forcément des gens qui sont pas très loin, comme c'est des ateliers en présentiel, c'est forcément des gens du quartier dans le fond. Donc ils se rendent compte que même à l'échelle de leur quartier, il y a une vingtaine de personnes qui s'intéressent à ces sujets ce soir-là, qui ont envie d'agir. Donc c'est mobilisateur aussi, hein. Ça crée des liens. Ça crée des liens, puis surtout ça rassure. On se dit, ah ouais, en fait, je suis pas tout seul. Mais non, en fait, c'est pas moi qui suis fou, je suis pas tout seul face à ces enjeux. Et évidemment que les autres gens aussi ont envie d'agir, ils savent pas forcément comment, mais donc ça permet d'en discuter et après, parfois d'évoquer des trucs super locaux, super ancrés sur qu'est-ce qu'on fait. Et dans les entreprises, c'est la même chose, mais à un niveau encore au-dessus. C'est que là, on s'adresse à des gens de leur domaine d'activité. Donc sur les solutions, moi j'ai aucune prétention d'avoir les solutions à proposer à tout le monde dans tous les secteurs d'activité. Ce serait absurde. Mais par contre, ça leur permet à eux de réfléchir. En tant qu'acteur de mon métier, en tant qu'expert, connaissant mon secteur d'activité, quels sont nos gros impacts aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'améliore, ou si on n'a pas encore les informations, comment on fait pour aller chercher les bonnes informations qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Et c'est hyper important que ça parte des gens, parce qu'en fait, vu l'ampleur de la tâche, on fera toutes et tous partie de la solution à notre niveau. Donc il faut réussir à mobiliser les gens partout, quoi. Et surtout qu'elle se spécialise, cette fresque du climat. Enfin, il y en a pour la numérique, il y en a pour les transports, c'est ça. Même, je crois qu'il y en a même une pour l'aéronautique. Ouais, il y en a 80 maintenant, même un peu plus qui existent. Mais c'est vraiment pas la fresque du climat qui se spécialise. Je pense pas que je le dirais comme ça. Des petites sœurs, hein. Ouais, c'est des petites sœurs. C'est plus la pédagogie qui est reprise par plein d'autres acteurs de la transition ou pas. Hein, il y en a sur d'autres sujets. En fait, ça naît de deux choses. Ça naît d'un constat qui est le fait que ça marche super bien comme type de pédagogie, ce format d'atelier, en intelligence collective, ludique, bienveillant, avec ce temps, ce côté visuel, créatif, ce temps pour les émotions, le passage à l'action, voilà, qu'on crée en groupe comme ça, puis auquel, après avoir joué, on peut se former pour le diffuser à notre tour, donc créer la dynamique exponentielle. C'est vraiment cette mécanique qui est reprise pour créer plein d'autres choses, et ça naît d'une frustration, c'est que la fresque du climat, c'est un atelier sur le climat, le changement climatique. Donc il y a plein d'aspects du sujet qui sont pas abordés ou très rapidement parce que ça dure 3 heures, sinon ça durerait 3 mois. Donc il y a des gens qui ont voulu le développer pour leur secteur. Je parle du numérique, la construction, la biodiversité, la mobilité. Mais après, il faut quand même faire attention. Ils sont tous intéressants, puis je vous invite à aller les faire. Mais il faut faire attention quand même à qu'est-ce qui alimente le contenu des cartes. Parce que la fresque du climat, c'est scientifique. C'est que tout le contenu des cartes, il est tiré du rapport du GIEC. On peut pas faire plus solide comme consensus scientifique. La fresque de la biodiversité, c'est sourcé sur le rapport de l'IPBES, là, qui est l'équivalent du GIEC, en gros, pour la biodiversité. Mais après, les autres fresques, dépendamment de comment elles s'alimentent pour leurs données, il faut faire un petit peu attention parce que voilà. Plus politique que d'autres. Pas forcément juste politique, mais est-ce que
sur la manière dont sont construites les infos, ça n'a pas forcément le même niveau que la fresque du climat, où là justement elle est super forte cette fresque, c'est qu'elle arrive à vulgariser le consensus scientifique qui est présenté dans le rapport du GIEC. Qui est pas une mince affaire. Qui est pas une mince affaire, ouais, non, vraiment. Je me questionnais d'ailleurs, là c'est peut-être plus particulier, mais du coup ça veut dire que toutes les autres fresques, à part celle de la fresque du climat, elles sont pas institutionnalisées. Est-ce qu'il y a une association pour chacune des fresques ? Ça dépend vraiment de... Alors je les connais pas toutes, il y en a vraiment beaucoup, mais la fresque du climat, c'est, comme je disais au début, c'est une association qui porte la fresque du climat, qui vise à la diffuser partout dans le monde. La fresque de la biodiversité, c'est une autre association par exemple. La fresque de la mobilité, c'est les Shifters, qui sont les créateurs et voilà, qui portent la fresque de la... mobilité. Et j'ai honte parce que je suis animateur de la fresque du numérique, mais il me semble que c'est une autre asso aussi, mais je suis plus totalement sûr, je voudrais pas dire de bêtises, mais je devrais savoir. Mais voilà, ça peut changer en fonction des fresques, elles ont toute une structure indépendante. Vas-y. C'était juste pour savoir, pour les personnes qui nous écoutent, au Québec, c'est possible de faire quel type de fresque ? Mais alors, ça se peut que je les connaisse même pas toutes, mais c'est que ta connaissance. Je serais surpris, mais peut-être qu'il y en a qui sont accessibles dont j'ai pas encore entendu parler. Mais en tout cas, celle dont c'est sûr. Puis d'ailleurs, bah non, mais ça sortira pas forcément à temps, mais on en fait une grosse multifresque le 8 mai à la Maison du Développement Durable. Mais Ce sera juste après. C'est pour ça. le 1er juin. T'as quelque chose pour le mois de juin ? Pas encore, dommage. Mais sinon, au Québec, puis à Montréal, puis un peu partout au Québec maintenant, il y a la fresque du climat et la fresque de la biodiversité qui commencent à être très bien implantées. La fresque de la mobilité se donne assez régulièrement, mais surtout à Montréal, moins ailleurs au Québec. Et la fresque du numérique se donne à Montréal beaucoup, puis un petit peu en Ontario aussi, donc accessible. Ça, c'est celles qui sont vraiment les plus accessibles. Et qui émergent, il y a la fresque des nouveaux récits, autour justement de la création d'un narratif. C'est ça. Du coup, là tu parles donc de l'expansion un peu de ces idées sur le Canada, mais est-ce que tu as un peu une vue sur l'impact ? C'est toi qui as développé à la base cette fresque, ou c'était en collectif ? Non, Québec. Moi pour le... combien de personnes qui ont été formées, combien de... Voilà, est-ce que t'as... Ouais, mais en fait au Québec, on a deux référentes qui sont Camille Desfolies et Sophie Lallemand, donc celles qui font le lien avec l'association en France. Et on a maintenant une référente aussi en Ontario, puis on a un référent en Colombie-Britannique. Donc c'est un petit peu les trois régions où on a des animateurs présents. Quand moi j'ai fait la fresque au Québec, il y avait 200 personnes qui avaient fait la fresque fin 2020 au Québec. D'accord. Enfin au Canada en fait. Et quand je me suis formé, bah voilà, on était une grosse dizaine d'animateurs et d'animatrices. Puis c'était pas mal ça grossissait pas parce qu'il y avait pas de formateurs. Il y avait personne pour former les animateurs au Canada. Donc c'est pour ça en fait que moi je me suis plus impliqué à ce moment-là, parce qu'on faisait des ateliers, c'était cool, on a commencé puis à faire connaître un petit peu l'outil, mais assez vite on s'est bien rendu compte que si on voulait que la communauté puis le mouvement grossisse, mais il fallait qu'on puisse faire aussi grossir le nombre d'animateurs et d'animatrices. Donc moi j'ai fait le parcours pour me former, puis j'ai été le premier formateur en Amérique du Nord. Ça m'a pris un peu moins d'1 an là pour me former. Et donc j'ai commencé après à former les nouveaux animateurs et animatrices au Québec. Et donc maintenant, aujourd'hui, on en est à 450 animateurs au Canada et on a sensibilisé 5200 personnes. Et un super chiffre, hein. Ben surtout que la dynamique est bonne, ça continue comme au niveau mondial, on continue à doubler tous les 5-6 mois. Et là, au niveau mondial, on vient de passer le million début avril, le million de personnes sensibilisées, et on arrive aux quasiment 50 000 animateurs et animatrices dans le monde. C'est incroyable. C'est une dynamique qui est folle, et le nouvel objectif de l'association, maintenant que l'objectif fou des 1 million de personnes sensibilisées a été atteint, c'est d'avoir 1 million d'animateurs et d'animatrices dans le monde. Pour quand ? Ben, on verra le temps que ça nous prend, mais au rythme où on va, d'ici moins de 5 ans, c'est faisable. Il y a une accélération qui est folle là. Je me rends compte depuis la dernière année là, quand tu vois sur les réseaux et tout, il y a de plus en plus de personnes. Ouais, c'est incroyable. C'est fou, hein, toutes les personnes qui se forment, même en France ou même surtout au Québec et tout là. C'est bon, c'est que je te vois souvent parce que tu es très impliqué pour en parler, mais c'est fou toutes les organisations, les particuliers qui se mettent à se faire former au Québec, tu sais, où tu t'imaginerais pas du tout qu'il y ait le même écho qu'en France, vu que c'est quand même à la base un produit français, mais qui est exportable très facilement vu que c'est pas des données françaises. Puis c'est quand même fou les nombres de personnes qui sont formées au Québec aussi. Ouais, bah c'est assez impressionnant. On a vraiment du mal à se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire une dynamique exponentielle. Quand moi je suis devenu animateur de la fresque du climat, on n'avait pas encore passé le cap des 150 000 personnes sensibilisées. Je me rappelle dans le monde. Wow. Je me rappelle quand on a fait exponentiel le modèle. C'est exponentiel, ouais. Ah ouais, on double tous les 5-6 mois en gros le nombre de personnes touchées. C'est ouf. C'est fou. C'est génial, franchement. Ah ouais. C'est trop bien. Et puis je pense qu'une fois que t'es
certifié. Et je me dis, est-ce que la première étape, c'est d'en faire une. Ouais. La deuxième étape, c'est devenir animateur et de se former. C'est là peut-être le plus dur parce qu'en fait, j'ai l'impression que le passage de juste j'y suis allé, c'est cool, à tiens, maintenant je suis formateur, ça demande un investissement. Mais une fois que tu es formé et que tu es étiqueté formateur, tu as envie de montrer que t'es formateur, tu vois, genre c'est comme avoir un marteau, tu vois les clous partout après, tu vois, je prends cette métaphore, mais en fait non, ça marche mieux que ça parce que il y a vraiment beaucoup de monde qui se forme à l'animation après avoir participé. En gros, on en est, au Québec, c'est à peu près 10% des gens qui ont joué, qui se forment. Puis encore, je pense que j'arrive pas à former tout le monde. On n'est que 3 encore formateurs au Canada. On vient tout juste d'être 3, donc je pense qu'il y en a qui aimeraient, qui attendent de se former. Ça prend 3 heures de formation pour devenir animateur. Et après, c'est vraiment en fresquant qu'on devient fresqueur. Donc c'est vraiment à force d'en faire, puis au contact de la communauté, puis le fait de co-animer avec des gens plus expérimentés qu'on progresse. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a tout un parcours de progression avec des outils, des ressources qui sont mises à disposition par l'association La Fresque du Climat dans plein de langues pour tout le monde dans le monde entier pour se former, puis pour monter en compétences petit à petit sur ces sujets, puis animer de mieux en mieux, quoi. Genre tout ça, t'es bénévole. Genre tu fais ça sur ton temps personnel, à donner 3 heures de ton temps pour soit animer, soit former les gens. Ah ouais, si c'était que 3 heures. Non, mais facile. 3 heures net, mais oui, après on voit pas le reste, mais non, mais c'est quand même un super investissement personnel, quoi. Enfin, je veux dire, ça te procure quoi de t'investir, de donner autant de temps? Bah, il y a les deux aspects, parce que oui, il y a l'aspect bénévole qui est super important, puis c'est l'écrasante majorité du temps pour la Fresque du Climat, mais il y a aussi, ce qui est génial avec cet outil, c'est que c'est dans une licence Creative Commons, ce qui permet aussi l'utilisation commerciale. Donc après, on peut aussi le faire en tant qu'indépendant dans les organisations. On peut aussi l'ajouter comme un service qui est proposé par notre entreprise, par exemple. Il y a plein de cabinets de conseil maintenant qui proposent la Fresque du Climat, ou des entreprises qui proposent ça à leurs fournisseurs ou à leurs clients pour leur faire comprendre les enjeux, puis les embarquer dans une démarche de transition. Ce qui est important pour faire ça, on peut l'utiliser d'un point de vue commercial. Par contre, il faut reverser des droits d'utilisation à l'association en France. C'est ça qui finance la Fresque du Climat, c'est ça qui finance l'équipe de permanents et la diffusion de l'outil partout dans le monde. Et il faut respecter l'outil, c'est-à-dire que c'est non modifiable, il faut inciter l'auteur, et il faut que les différentes étapes de l'atelier restent telles qu'elles sont. Mais c'est assez libre en fait. Nous, le seul frein qu'on met, puis c'est pareil au niveau de l'asso, c'est qu'on considère qu'il faut en avoir fait une dizaine, donc dont au moins 5 pour le grand public, là, pas juste des proches, pas juste ses collègues, avant de commencer à en faire une utilisation pro. Mais voilà, assez vite, on peut aussi développer ce volet-là. Et pour qu'est-ce que ça apporte, moi, de ce que je vois aujourd'hui, déjà, c'est d'y prendre du plaisir quand on le fait. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais si en le faisant, vous y prenez du plaisir, c'est génial. Et moi, c'est le cas. J'ai toujours aimé, un petit peu le côté, au contact des gens. Je fais du théâtre, je fais un peu d'enseignement. C'est vraiment quelque chose qui me parle, de voir que les gens comprennent, puis de pouvoir après discuter avec eux, j'aime beaucoup. Et après, c'est vraiment le volet des rencontres, c'est que ça permet vraiment de rencontrer énormément de gens qui s'intéressent à ces sujets et qui agissent sur ces sujets à Montréal. Et c'est cette communauté qu'on a construite, quoi. Aujourd'hui, on a une communauté, je disais, on est plus de 450 animateurs et animatrices au Canada. C'est juste génial d'avoir rencontré tous ces gens qui sont très différents de moi, mais qui partagent toutes et tous au moins cet intérêt pour la question. Donc ça n'a pas de prix. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ça, c'est ce que j'ai ressenti quand on est allé au Shifter, donc l'association de Shift Project. Du Shift Project. Et tu rentres dans un endroit. Franchement, des fois, ça peut arriver, t'es angoissé, je sais pas, t'as vu un rapport sur le climat, etc. Puis t'es pas bien, puis tu vas là-dedans. Et là, tu te retrouves avec 50 personnes qui partagent le même espoir. Exactement, ouais. Ou qui sont intéressés par les mêmes sujets, ou qui sont préoccupés par les trucs, et ça fait un bien fou. Je le redis depuis tout à l'heure, là, mais l'association est extraordinaire. On y va avec Alex et la fois, puis quand on ressort, à chaque fois, on est content, parce qu'on se dit, putain, c'était trop cool de pouvoir parler à tous ces gens que t'aurais jamais pu rencontrer autrement. Et puis c'est hyper divers, quoi, avec des gens qui peuvent être ingénieurs, d'autres n'importe quel autre métier, tu vois, qui ont rien à voir avec le tien. C'est trop cool. Ouais, puis d'âge très différent aussi. Moi, j'adore qu'on on a des animateurs qui sont retraités, on en a qui sont très jeunes, qui sont encore à l'université.
Et ça, c'est génial parce que ça donne une richesse. C'est incroyable. C'est des gens à qui on n'aurait pas l'occasion de partager autant autrement, quoi. J'ai une question supplémentaire par rapport à la fresque du climat. C'est le principal des personnes qui se forment, c'est des particuliers. C'est vous qui offrez, par exemple, j'ai remarqué, il y a des fous et des espaces qui s'ouvrent pour que vous puissiez donner bénévolement auprès des particuliers une formation, la fresque du climat. Mais il y a aussi un volet où vous intervenez directement auprès des organisations, entreprises, collectivités, c'est ça? Est-ce que c'est équilibré à peu près pour la formation ou c'est quand même reste la majorité des gens qui se forment sont des particuliers? Alors dans le monde entier, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Au Québec, j'ai vraiment l'impression que c'est encore plus des particuliers. Mais c'est normal, je dirais. Je pense que ça va rester en fait toujours le cas. Même quand ça grossit, je pense que le volet des particuliers qui se forment grossira plus vite que le volet des entreprises. Quoique je dis ça, mais dans le même non, quand même, parce que même des grosses entreprises qui ont décidé de le faire d'un point de vue institutionnalisé à tous leurs employés parce que voilà, elles veulent engager une vraie réflexion sur leur transition, de leur modèle d'affaires ou voilà de leurs pratiques pour se mettre en cohérence avec un monde qui se décarbone. En gros, dans une organisation, il y a besoin d'avoir un animateur pour 40 employés ou quelque chose comme ça. Okay. Et donc forcément, ça peut faire des gros nombres, mais la croissance avec les particuliers qui se forment va être plus importante, je pense, que dans les organisations. Est-ce que tu remarques il y a l'avant est-ce qu'il y a un avant et un après au sein des organisations quand vous faites une fresque? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère au sein de l'organisation? Est-ce qu'après, il y a des objectifs qui sont pris? Ou c'est surtout au jour le jour qu'on se rend compte qu'il y a un changement, mais pas nécessairement organisationnel? Ça dépend vraiment, parce que ça dépend vraiment de ce qu'on appelle faire une fresque dans une entreprise. Il y a plein de contextes qui font que des entreprises proposent ça. Parfois, ça va être une personne dans son équipe qui veut proposer ça à ses collègues comme team building, parce que c'est une activité sympa, puis voilà, ça permet de parler de ces sujets, puis de partager sur ces thématiques qui tiennent maintenant à cœur à beaucoup de personnes. Mais ça peut ne pas sortir du cadre de cette équipe qui a fait l'atelier. Ça peut être, comme je disais, la volonté de la direction de faire un truc massif pour que l'intégralité des employés à tous les niveaux de la hiérarchie soient sensibilisés, partagent une compréhension commune du problème, partagent les mêmes termes du problème pour après pouvoir bâtir une transition. Ça peut aussi être à l'inverse remontant. Souvent, c'est avec des comités verts, des choses comme ça, des gens qui se réunissent, qui veulent un petit peu faire bouger les choses de l'intérieur, qui commencent à proposer ça à leurs collègues, souvent sur la base du volontariat. Donc les gens s'inscrivent quand ils ont envie, et petit à petit, ils essayent de remonter comme ça dans leur organisation jusqu'à réussir à faire un atelier à leur direction pour les convaincre de pousser ça à plus large échelle. Donc ça dépend vraiment d'à quel moment ça intervient. Il y a des organisations qui le font au tout début de leur prise de conscience et qui se servent justement du volet réflexion sur les solutions pour un peu réussir à aller chercher l'intérêt de toutes les parties prenantes dans l'organisation, puis des bonnes idées pour après construire un plan justement de transition autour de ça, ou en tout cas réussir à initier le mouvement pour partir quelque chose. Et il y en a, justement, c'est à l'inverse, ils ont déjà un plan super solide de transition et c'est un aspect parmi tant d'autres de leur politique ESG. Donc ça dépend vraiment des réalités et des organisations. Est-ce que c'est plus des grandes entreprises, c'est plus des PME, but non lucratif? Il y a de tout. Pour vrai, il y a vraiment de tout. Ouais, parce qu'en fait, ça dépend vraiment plus de la personne qui est venue comme ça à un atelier grand public ou qui a eu l'occasion d'y jouer pour une raison ou un autre, un proche qui lui a fait faire l'atelier dans un cadre entre amis par exemple ou familial, et qui se dit c'est génial, il faut vraiment que j'apporte ça dans mon organisation ou pour mes collègues. Et donc dépendamment de cette personne, il y a autant de réalités que d'organisations. Exactement. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est comme un virus, mais bénéfique pour le coup. Exactement. C'est fou, hein. C'était ça que je disais aux gens que je formais pendant la Covid, là, sur comment on n'arrive pas à se représenter les dynamiques exponentielles. C'est que le Covid, sans les gestes barrières, le R0, donc le taux de reproduction du virus, c'était de 3. Donc chaque personne en contaminait 3. Oui. Et on voit que ça avait suffi à changer le monde en 1 an. Donc c'était génial parce que ça voulait dire on n'a pas besoin de tous devenir une espèce de Jésus qui doit convaincre des foules de millions de personnes. C'est pas grave. Juste parle-en à tes potes, ta famille, tes amis, et ça suffit. Genre c'est bon. Si chacun fait ça, c'est bon, on aura gagné, ça ira vite. Cool. Moi c'est Benoît qui m'a convaincu de la pertinence de la fresque du climat. À force que t'en parles, parce qu'au début je me suis dit j'avais un peu l'approche élitiste de la chose en mode avec les shifters que tu vas faire bouger les choses et tout, très technique et tout.
Et tu m'as convaincu, c'est comme ça que je me suis formé avec toi et puis après que j'ai fait l'animation là au début d'année. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est un outil formidable parce que c'est maintenant tout de suite. Tu sais, genre, t'as pas besoin de faire des cours aux mines pendant 6 ans, etc. T'apprends, tu te fais former et après t'as le kit. Mais alors, attends, tu vas sur la route. Toi qui es formé du coup, est-ce que tu te sens d'aller former maintenant Ouais, vraiment. Ouais. Bah après, j'ai peut-être des prédispositions qui m'ont fait que je connaissais déjà pas mal les enjeux, mais Oui, tu sais, il y a quand même pas un formatage à avoir, mais tu sais, une organisation mentale qui te permet de, tu sais, quand est-ce qu'il faut distribuer ce lot-là, quand est-ce qu'il faut distribuer ce lot-là, comment est-ce que tu accompagnes les joueurs, les futurs fresqueurs dans leur démarche. Mais ouais, t'es un très bon communicant. Mais surtout, ce qui est génial avec le jeu, c'est que il y a pas besoin d'être ingénieur ou expert du climat pour l'animer. Après, c'est que le jeu se suffit à lui-même en fait. C'est ça qui fait toute la force de l'outil. C'est que l'outil est bien fait, bien construit. On a tous les supports qu'il faut en plus pour nous accompagner si besoin. On peut s'imprimer son petit pense-bête pour rien oublier. Et après, tout le monde peut vraiment se former. Faut quand même être. Je dis personnellement, ce que je pense le plus dur, c'est d'être à l'aise avec les gens, accueillir des inconnus, puis réussir à initier une dynamique de groupe, bienveillante et dans lequel les gens passent un bon moment. Mais vraiment, sinon le jeu en tant que tel, il est fait de telle sorte à ce qu'il puisse s'animer quasiment tout seul. Les informations utiles sont au dos des cartes. On fait lire les cartes aux participants et après on fait vraiment fonctionner l'intelligence collective pour les remettre dans l'ordre. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert ou un savant sur le sujet pour l'animer. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'outiller le grand public dans le sens le plus large possible pour que tout le monde puisse assez vite dans notre société avoir une bonne compréhension du problème sur des bases communes. C'est excellent. On avait une question, tu vois, franchement, c'était une des questions qu'on se posait, tu vois, c'était, des fois, il y en a qui se disent, vas-y, j'ai envie d'agir pour le climat, qu'est-ce que je fais? Et mine de rien, tu vois, clairement, en parler, en prenant en compte l'aspect exponentiel des choses, tu vois, parler à ton prochain, j'y aurais pas pensé, ou je me serais dit, bon, peut-être mieux faire que ça, quoi, tu vois, déjà, mais c'est vrai qu'en fait, finalement, si tu prends un peu de recul, ça peut avoir un vrai impact, quoi. Ce n'est que ça, parce qu'on est vraiment des animaux sociaux. Hein. Ce qui fait la priorité de nos prises de décision au quotidien, c'est qu'est-ce qui occupe l'espace mental des gens qui nous entourent. Donc c'est ça qui définit qu'est-ce qui va être cool, c'est ça qui définit quelles sont les normes de réussite, c'est ça qui définit qu'est-ce qu'on a envie de faire collectivement, c'est ça qui va définir quel est le récit politique qu'on se raconte. Enfin, c'est vraiment qu'est-ce qui occupe l'esprit des gens. Donc plus on va parler d'un sujet, plus on va en parler intelligemment, puis en parler souvent, plus ça va devenir un sujet important, puis on va avoir de plus en plus de choses à se dire dessus, et puis c'est comme ça que les choses avancent. À peu près, je pense, une fois que tu es au courant, il y a une sorte de dissonance cognitive qui s'installe, tu vois. Quand tu sais, c'est dur. Tu vois, même mentalement, même si tu voudrais l'occulter, c'est impossible. C'est genre, quand tu as une action qui, pour toi, peut être contre-productive pour la lutte contre les changements climatiques, tu te dis, quand tu es au courant, c'est beaucoup plus préjudiciable et ça te pousse forcément à changer. Donc déjà, juste le fait d'avoir fait une fresque du climat, après quand tu agis, tu réfléchis davantage avant de faire quelque chose. Donc tu vois, il y a aussi ça. En plus de communiquer, il y a le fait que ça change vraiment les gens. C'est pas juste la connaissance. Moi, je trouve que c'est un vrai moteur d'action, la fresque du climat aussi. Ouais, bien sûr, c'est ça le but. La finalité de la fresque du climat, c'est de pousser les gens à agir. Finalement, c'est ça le but. On essaye de donner les clés de compréhension du problème pour pouvoir agir sur des bonnes bases, puis vraiment le fonder sur la science. Mais encore une fois, c'est de la vulgarisation. On peut pas être exhaustif, on présente pas l'intégralité du contenu qu'il y a dans les rapports du GIEC. Mais on essaye de donner les clés les plus importantes pour avoir une bonne compréhension du sujet, puis au moins maîtriser les termes utiles, pour que après les gens soient outillés pour aller plus loin et pour que ça alimente leur réflexion pour agir au mieux sur ces sujets. Alors, j'ai une question sur les nouveaux récits. Tu les connais un peu les sujets du nouveau récit ou pas? Non, moi je l'ai pas encore fait. J'en ai juste parlé avec Maxime Baril qui est un des deux animes et donc je connais juste le principe qui est de réussir à collectivement raconter à quoi ressemble un monde après la transition. Mais j'ai pas les détails, j'ai pas encore participé. On attend d'avoir l'occasion. C'est hyper malin. Ouais. Ça finalement, je trouve que ça, on manque un peu d'aujourd'hui effectivement de vision à long terme. Même imaginer effectivement, c'est pas trop. Quoi ça va ressembler et tout. Je me questionnais, peut-être on cutera si jamais c'est pas nécessaire, mais c'est est-ce que tu es maintenant animateur d'automne, atelier d'automne? Non, oui, il y a l'atelier d'automne qui existe aussi au Québec, je l'ai oublié tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même approche que les autres fresques. C'est vraiment très très bon comme outil. C'est très complémentaire de la fresque du climat. C'est un bon outil qui vient après. En gros, c'est une espèce de fresque des solutions, l'atelier d'automne. C'est vraiment ça. C'est après 3 heures de constat sur le niveau planétaire avec la fresque du climat. D'automne, c'est 3 heures sur qu'est-ce qu'on fait. Donc moi j'y avais joué à la version monde, je sais qu'il existe et puis ils travaillent très fort les gens de D'automne pour le régionaliser par pays parce que les réalités sont un peu différentes.
Donc en gros, le principe, c'est qu'on part de notre empreinte carbone individuelle. Donc on a un calculateur, on le fait en amont. On arrive au jeu, on connaît notre empreinte carbone individuelle, puis on connaît un peu qu'est-ce qui émet le plus pour nous dans notre mode de vie actuel. Donc voilà, on part tous très haut. Et on a différents tours de jeu. Alors il me semble que c'est 8 tours. Et donc on a 4 tours de jeu individuels, où on peut prendre des actions individuelles pour réduire notre empreinte à nous. Et on a 4 tours d'actions collectives à l'échelle planétaire pour réduire les émissions mondiales en fait. Et ce qui était génial, c'est que les actions coûtaient à la fois de l'argent et à la fois des points de cœur, pour en gros symboliser l'effort qu'on est prêt à faire, parce que c'est pas vrai qu'on peut tout faire en même temps, soit parce qu'on n'a pas les ressources, soit parce que c'est trop drainant, ça demande trop d'énergie. Et ce qui était génial aussi avec Atelier d'automne, que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il y a les actions directes, voilà, manger moins de viande rouge, prendre mon avion, enfin, il y en a plein de trucs comme ça. Mais il y avait aussi des actions plus collectives, plus être porte-voix, faire de la sensibilisation, s'engager en politique sur ces sujets ou aider voilà des partis politiques qui portent ces questions, enfin des trucs très génériques comme ça sur propager les idées. Et donc c'était chouette parce que ça te demandait de l'investissement au début, mais ça te permettait en gros dans le modèle après de faire en sorte que tu as plus de personnes qui sont intéressées par ces questions et qui ont envie d'agir, donc tu avais plus de ressources et donc plus de moyens pour mettre en place des trucs par la suite, tu vois. C'est intelligent. Enfin bref, c'était une dynamique que j'avais trouvé cool. C'est très 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 bonne ambiance parce que là t'es vraiment dans les solutions. Tu sors avec la banane. En plus il y a ce côté de est-ce que tu vas réussir à arriver sous les 2 tonnes à la fin du siècle. Est-ce que tu vas réussir à faire mieux que l'autre groupe parce que nous il y avait 2 groupes. Il y a 2 groupes. Bah pas forcément, mais nous il y avait 2 groupes. Puis voilà, donc on avait regardé. Donc nous on avait arrivé juste au-dessus de 2 tonnes. Je crois que c'est quand même assez dur d'arriver aux 2 tonnes à l'échelle de la planète. Hyper drôle. Ok, on devrait mettre ça dans les barrages maintenant. Mais c'est dans mes objectifs de me former pour l'animé prochainement. Excellent. Tu nous formeras. Bah d'abord faut que je sois animateur, puis après on verra pour devenir formateur. Ça je sais pas si je deviendrai formateur pour autre chose que la fresque du climat, c'est quand même un gros engagement. Un gros investissement. Non, c'est un gros investissement, comme j'ai que 24 heures dans mes cheveux. Et du coup j'ai une question. Du coup au début de l'enregistrement tu nous as parlé de la coop Sens Climat là. Comment est-ce que ça s'arc-boute, quels sont les liens avec l'association La Fresque du Climat Québec? Comment est-ce que les deux s'inscrivent là? Quel est l'intérêt d'avoir une coopérative qui vient s'inscrire et englober la Fresque du Climat au Québec? Non, bah alors c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est vraiment 2 choses différentes. Il y a pas d'association La Fresque du Climat Québec. Peut-être que ça viendra avec la stratégie de déploiement à l'échelle internationale, puis avec l'ampleur que prend le mouvement. Mais au début, l'association en France voulait pas qu'il y ait des associations filles ou sœurs partout dans le monde. Donc il n'y a pas d'existence juridique à la Fresque du Climat Québec. La Fresque du Climat Québec, c'est juste un nom qui regroupe voilà tous les bénévoles en fait qui font des fresques bénévolement et puis qui s'organisent pour donner les ateliers au Québec. Donc c'est tous volets voilà bénévoles liés à la Fresque du Climat. Mais nous, ce qu'on voulait, puis ça fait 1 an et demi, même 2 ans bientôt qu'on travaille dessus, puis on s'est fait accompagner par la CDRQ, c'était avoir une organisation pour nous aider sur l'aspect professionnel de la fresque. Parce qu'aujourd'hui, puis voilà, dans le passé aussi, mais quand on donnait des ateliers dans des organisations, des ateliers professionnels, que ce soit en université, dans des OBNL, dans des entreprises, etc., on le faisait tous comme indépendants. Donc c'est chouette qu'il y ait ce mode-là d'utilisation de l'outil qui existe parce que ça permet assez vite de l'amener, de le professionnaliser, puis de l'amener dans des structures, de percer un peu la bulle des gens intéressés. C'est ça qui est cool. Mais par contre, assez vite, si tu veux le faire efficacement, tu te rends compte qu'il faut te coordonner avec les autres gens, sinon ça devient très vite cacophonique. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler avec plein de gens en même temps à une même organisation? Est-ce qu'on a une offre de service claire? Est-ce qu'on propose un petit peu la même chose? Comment faire pour travailler le plus efficacement possible entre nous? Donc assez vite on s'est dit il nous faut une vitrine commune, un truc pour pouvoir aller toucher plus efficacement les organisations. En plus c'est pas vrai qu'on est toujours tous dispo tout le temps, donc comment on peut faire pour j'ai une super opportunité avec telle entreprise mais moi je suis pas dispo, j'aimerais avoir des animateurs pros de confiance à qui je peux donner le mandat. Donc en gros c'est vraiment ça, se mettre en commun pour être plus fort, avoir une vitrine commune, une offre claire, s'épauler aussi dans la construction de nos débriefs quand on s'adresse à différents secteurs d'activité pour avoir le truc le plus pertinent possible, puis monter nous en compétences petit à petit. Et s'épauler en fait tout simplement. C'était juste une coopérative de producteurs au service des animateurs qui veulent en faire toute partie de leur activité pro. Aujourd'hui, c'est centré autour de la fresque du climat parce que c'est vraiment autour de cet outil qu'on a démarré, mais ça s'appelle Sens Climat et c'est vraiment séparé de l'assaut et à l'avenir c'est assez certain qu'il y aura d'autres choses, on proposera d'autres services que juste la fresque du climat, c'est certain. Ok, ça c'est. Puis ce sera à co-construire justement avec nos membres. Oui, vu que c'est une coopérative. Exactement, c'est ça qui est cool. C'est bien d'avoir choisi ce format de coopérative. Ouais, on a longtemps hésité entre l'OBNL et la coopérative et en fait la coopérative était vraiment chouette parce que
la manière dont c'est géré, la gouvernance, en fait, c'est vraiment une personne, une voix. Tu peux pas t'en faire déposséder, en fait. Puis c'est très transparent dans les règles, dans la construction des règles. T'en fais un peu ce que tu veux. En plus, il y a plusieurs formats de coopératives. On a choisi la coopérative de travailleurs, de producteurs, qui était la plus simple pour nous. Et ça permet vraiment, on verra, c'est assez récent, mais je pense que ça va vraiment nous aider à gagner en légitimité, à gagner en sérieux pour aller adresser des grandes organisations, pour vraiment pouvoir accélérer sur ce volet-là, parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est réussir à toucher des gens qui sont pas intéressés par le sujet. Et les gens qui sont pas intéressés par le sujet, ils viendront jamais aux ateliers bénévoles grand public qu'on donne, malheureusement. Donc il faut qu'il y ait des gens qui sont un peu nos champions, qui aillent le porter dans les entreprises, qui disent organisons ça, c'est génial, rendons-le obligatoire pour tous nos employés. Et là, vraiment, tu commences à changer les choses parce que tu parles à des gens qui sont pas du tout intéressés par le sujet, qui savaient même pas qu'il manquait un gros bout du sujet actuellement, et qui après peuvent ressortir avec une compréhension un peu meilleure des sujets et puis avoir peut-être envie d'agir. Nickel. J'ai jamais, en vrai, c'est la première fois que j'entends parler d'une stratégie marketing ou une stratégie de distribution, tu vois, appliquée à des idées. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre à un atelier ou à des idées sur le climat. C'est bon. Ça trop cool. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. Mais c'est surtout d'amener le sujet sur la table, en fait. Oui, parce que souvent, les gens, c'est les gens qui s'intéressent de près ou de loin au sujet. Ils se disent, tiens, pourquoi pas. Mais c'est jamais, c'est jamais, attention, mais une personne qui a jamais entendu parler du climat ou qui s'est jamais vraiment intéressé au truc et qui d'un coup se dit tiens. Ça commence quand même. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à avoir une direction ESG, donc environnement, social, gouvernance. Des cibles. Mais je trouve qu'on est un petit peu en retard ici au Québec si on compare par exemple avec l'Europe sur ces sujets. Et en gros, souvent aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même pas un sujet dans les organisations ou très peu, quoi. Ça reste que des tout petits gestes. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu renverser le schéma. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'atelier ensemble, donc on a une compréhension commune du problème, on sait où on est, mais surtout on sait qu'on sait, parce qu'on l'a fait ensemble. Encore une fois, c'est un atelier collectif, donc tout le monde sait autour de la table qu'on sait dans l'organisation. Donc c'est le fait de ne plus agir qui devient politique, parce qu'on sait l'urgence dans laquelle on est. Donc si on fait plus rien ou si on fait très peu, il faut réussir à le justifier. Là, ça devient un choix politique, il faut assumer de ne plus agir. Je m'affine, c'est trop stylé. C'est cool comme. La carte piège après, c'est technologie. C'est la nouvelle carte piège. Mais oui, c'est ça, parce que c'est interprétation après. Tu peux dire. Mais tu peux dire, bon, c'est vrai, c'est la merde, j'avoue, je suis d'accord, on peut pas nier. Sur la véracité du problème, c'est clair. Tu vois, ce qui a quand même fait. Qui a créé de l'inaction pendant des décennies, c'était juste le fait de. On savait pas. Qu'il y en a tout le temps des marchands de doute, tu vois. On savait pas, ou trop peu. Oui. Parce que, ou trop peu, parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, même aux ateliers grand public qu'on donne, donc même avec le panel des gens intéressés, il y a énormément de gens qui viennent en étant intéressés des sujets, en sachant qu'il y a un problème, en étant même assez engagés émotionnellement. Tu vois, on sait que c'est important, même moralement, tu vois, que c'est important le climat. Et c'est pas pour ça que les gens qui viennent, en fait, ils ont une bonne compréhension des sujets. Même des gens qui travaillent dans le domaine. Parce que souvent, on l'aborde par un tout petit bout, ou pas de façon holistique, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas du tout la vision systémique du sujet, et donc parfois, en fait, même des gens qui étaient intéressés, même moralement engagés, sachant que c'est bien d'agir pour la planète entre guillemets, et même ces gens-là parfois découvrent un peu l'ampleur du sujet, mais de c'est quoi qu'on parle vraiment quand on parle du changement climatique, quoi. Ça n'a rien à voir avec juste savoir si les ours polaires vont avoir assez de banquise pendant l'été, là. On parle vraiment de préserver nos conditions d'habitabilité de la planète. Donc même dans nos sociétés occidentalisées qui sont assez privilégiées, on parle de maintenir nos libertés individuelles, maintenir notre confort, nos modes de vie à l'échelle de quelques décennies. On parle de notre génération et de celle de nos enfants. Donc ça va beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on a trop tendance à penser à première vue quand on parle du changement climatique, quoi. Ouais, c'est la question de la gravité en fait, je pense qu'il fait un shift, parce qu'on est tous au courant, tout le monde est au courant qu'il peut y avoir un problème de pouvoir d'achat, des problèmes sociaux, d'inégalité, etc. Et on range souvent le climat au même titre que les autres, tu vois, alors que la gravité est beaucoup plus prégnante. Et puis il y a aussi la question comment est-ce qu'on s'occupe du climat peut régler d'autres problématiques qui jusqu'à maintenant on pensait qu'ils étaient de même hauteur. C'est plus dans l'autre sens, je dirais. C'est que c'est illusoire de penser qu'on va réussir à régler nos problèmes de pouvoir d'achat, nos problèmes de justice sociale, etc. si on s'adapte pas aux effets déjà présents du changement climatique et si on fait pas notre maximum pour garder des conditions habitables pour notre planète, donc en réduisant nos émissions rapidement. C'est un peu la maxime là de gérer l'ingérable, gérer l'inévitable
éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. C'était Filippo Giorgi, l'ancien directeur du GIEC, qui disait ça. Parce qu'on va avoir des effets de toute manière, et puis on les a déjà, qui vont venir de plus en plus forts, auxquels il faudra s'adapter. Et il faut aussi réduire pour qu'on soit capable de s'adapter, parce que si on réduit pas nos émissions assez vite, il y a juste un moment où on va dépasser la capacité d'adaptation de nos sociétés et puis des écosystèmes aussi. Totalement. C'est vraiment un truc, là-dessus, pour rebondir, tu vois. Moi, je vois au quotidien. En fait, tu vois, ce qui est dur, c'est que tu vois, ici, en tant que citadin, par exemple à Montréal, tu vois, c'est le changement climatique, quoi. Au pire, c'est peut-être la neige qui fond plus vite, tu vois, ou qui arrive plus tard, tu vois. Mais 2018, c'est 80 morts à Montréal, une vague de chaleur. 80 morts. Ouais. Okay. La vague de chaleur de 2018. Okay. Déjà, ça commence à. Il y a les îlots de chaleur. Ça commence à devenir les crues aussi, parce qu'on est une île, faut pas oublier. Il y a la rivière des Prés au nord et il y a le fleuve Saint-Laurent au sud. Ok, oui, c'est vrai, mais est-ce que concrètement, est-ce que toi au quotidien, pour ces 80 personnes, c'est RIP, mais ça, on le ressent, c'est clair et net. Mais quand tu vois les projections ou ces experts, tu vois, qui te disent ce qui va se passer après, en fait, d'un coup, tout te semble insignifiant. Tu te dis genre, mais en fait, mon métier ou que je fais ou que, n'importe quelle activité que tu peux faire après, ou même des projections de ta vie dans 10 ans, tu vois, en fait, tout d'un coup, pour ça que j'ai tiqué sur refaire les imaginaires, parce que tout paraît insignifiant, tu vois, genre, tu vois, versus, je sais pas moi, une inondation qui détruit ta baraque, tu vois, ou, là, je prends les cas extrêmes, tu vois, mais... Ouais, alors je sais pas s'il faut l'appréhender comme ça, parce que si tu appréhendes le changement climatique que par le prisme de la catastrophe, je suis pas sûr que ce soit hyper mobilisateur en fait. Il y a un petit peu un côté de dire bon foutu pour foutu, faisons la fête jusqu'au bout quoi. Donc je suis pas sûr de cette approche-là. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible avec le changement climatique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on émettra plus de gaz à effet de serre, la dérive climatique, donc au niveau des températures, mais aussi la montée des niveaux des mers, la perturbation du cycle de l'eau, vont aller en s'empirant. Et il y a une petite inertie aussi de nos sociétés. On n'arrivera jamais à zéro en un jour, de zéro émission nette, je veux dire. Donc, il y aura aussi une petite inertie à partir du moment où on aura commencé à réduire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on attend que ce soit insupportable les conditions climatiques pour agir, c'est déjà trop tard. En tout cas, on ne pourra pas préserver l'état qu'on aura considéré comme intolérable. On aura forcément quelque chose de pire. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut réussir à se mobiliser massivement, à transformer nos sociétés avant qu'on perçoive très concrètement que ça devient insupportable. Parce que si on attend ce moment-là, il sera trop tard. Parce qu'on n'arrivera jamais à zéro demain matin. Même si là, on fait tous nos efforts au maximum pour arriver à zéro émission nette au plus vite, il nous faudra au moins 20-30 ans pour y arriver. Ça. Le court-termisme de société se fracasse sur le mur du long terme du climat, c'est ça hein. c'est ça qui est hyper tragique, parce que tu sais, on est déjà à 1 degré 2, 1 degré 19 là. 1 degré 2, ouais, par rapport à l'ère pré-industrielle, il y a quand même des choses pas très sympathiques qui arrivent. On le voit au Pakistan, on le voit les feux de forêt en Californie ou en Colombie-Britannique, et d'un autre côté, l'objectif le plus ambitieux, c'est 1,5. On explose pour le moment, parce qu'on en a environ 3,4 là, entre 3 et 3,4 en 2100. Donc, au moins. Un peu en dessous, mais ouais. Un peu en dessous, c'est sympathique à savoir ça. Entre les nouvelles 2.7 et 3, voilà, mais tu vois. ça reste, ça reste, 2.4, 2.7, quelque chose comme ça, mais. Dis-toi que là, c'est avec les cibles qui ont été adoptées et les politiques qui ont été votées, mais elles sont pas encore mises en œuvre. Donc, il y a aussi ça à se prendre en considération. Il y a toute l'inertie de notre politique, quoi. Comment tu t'informes sans t'angoisser? Je pense que, encore une fois, passer du côté de l'action, c'est le meilleur remède contre l'angoisse ou l'éco-anxiété. Parce qu'évidemment, une fois qu'on sait, puis une fois qu'on s'informe sur ces sujets, si on fait rien, c'est juste invivable, parce que voilà, on peut se sentir coupable ou on peut se sentir vide de sens parce que justement, on n'agit pas. Mais faut le voir de l'autre côté, c'est que c'est un projet en fait hyper enthousiasmant pour nos sociétés. On a à réinventer le monde dans l'espace d'une génération. Enfin, je veux dire, quel plus beau projet que celui-là, quoi. Et surtout, ce qui est vrai, c'est que c'est vrai dans n'importe quel job, c'est vrai dans n'importe quel secteur d'activité. Il n'y a aucun secteur ou aucun métier qui ne va pas se transformer d'ici 2050. Parce qu'on aura besoin de plein de métiers, on aura besoin de plein de secteurs d'activité, et ils devront tous être neutres en carbone d'ici 2050. Donc c'est-à-dire que chaque métier va se transformer, chaque domaine d'activité va se transformer. Donc ça, moi je trouve que c'est hyper enthousiasmant, parce que où que vous soyez, c'est sûr qu'il y a des trucs à inventer, quoi. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à créer.
il y a des nouveaux modèles, des nouvelles technos. Ça va être super fun comme projet. Ce qui est un peu frustrant aujourd'hui, c'est de voir que on se donne pas les moyens de vraiment la mesure de l'ambition qu'il faudrait pour faire la transition. C'est ça qui est frustrant. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire la transition. C'est un peu la conclusion du rapport du groupe 3 du GIEC là, qui est sorti cette année. C'est qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Il y a plus à attendre d'avoir des technologies salvatrices. On a tout ce qu'il faut en termes d'être capable de réduire la demande en énergie et ou sur la consommation de viande, réduire notre consommation de viande rouge. Et après, sur les technos qui existent déjà, on a tout ce qu'il faut pour tenir nos cibles et atteindre cette neutralité carbone. Maintenant, ce qui manque, c'est la volonté politique de faire au niveau des enjeux et d'aller chercher les financements qu'il faut pour les financer. Mais aujourd'hui, même la disponibilité des finances, c'est pas un problème. Le coût de la transition est pas insurmontable du tout. Il est surtout inférieur à celui de l'inaction. Il est très très inférieur à celui de l'inaction. Mais même comme ça, tu pourrais dire, même en étant inférieur à celui de l'inaction, il pourrait être inabordable pour nos sociétés. Totalement. C'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour financer la transition. Il faut réussir à flécher pour qu'on arrête de financer les énergies fossiles et que cette manne financière, on dispose d'une manne financière aujourd'hui qui est colossale dans nos sociétés. On n'a jamais été aussi riche à l'échelle de la planète. Mais fléchons cette épargne, fléchons ces investissements vers la transition. Ouais. Il y a une dépendance folle au sentier. Même là, c'est plus coûteux de garder le business as usual, tu sais, investir dans des nouveaux projets de combustibles fossiles plutôt que de passer à l'éolien et au solaire. Ça qui est fou. Il y a une dépendance au sentier qui est folle. Je pense qu'elle est peut-être mentale, là, c'est cognitive, plus que maintenant. Il y a aussi les questions politiques, bien évidemment, qui s'insèrent là-dedans. Ouais, c'est très politique et c'est des verrous un peu de notre société. C'est que à chaque niveau, en fait, quitter un système existant, c'est toujours coûteux. Parce que qu'est-ce que tu fais des investissements qui étaient existants, des infrastructures, tu vois. Qu'est-ce que tu fais des gens qui travaillaient dans ces secteurs, comment tu pivotes. Enfin, je veux dire, politiquement, ne rien faire ou faire des ajustements à la marge, c'est assez facile. Enclencher des projets de transformation à l'échelle de la société, c'est forcément coûteux d'un point de vue en termes de capital politique, puis économique, etc. Et surtout, ce qui est hyper compliqué aujourd'hui d'un point de vue politique dans nos démocraties, c'est qu'on est élu pour des mandats de 4-5 ans, même si, puis on est élu à l'échelle de notre pays en plus, donc même si avec toute la bonne volonté du monde, un politique quelque part dans le monde développé ou n'importe où mettait en place toutes les mesures qu'il faudrait pour réduire les émissions de son pays, il en récolterait même pas les fruits à l'échéance de son mandat. On verrait pas la différence en 5 ans, tu vois, à l'échelle de son pays, parce qu'il faudrait que les autres pays le fassent aussi, etc. Donc c'est assez dur parce que c'est des projets de transformation de la société qui sont colossaux et pour lesquels il faut quand même un gros capital politique pour être capable d'emmener la population avec soi, emmener la société avec soi dans cette transformation. Et on n'en récoltera même pas les fruits parce qu'on verra pas à la fin du mandat on n'en retirera pas les fruits. Par contre, il y a un volet sur lequel on peut faire déjà aujourd'hui, puis pour lequel on peut voir des choses, c'est sur l'adaptation. C'est adapter, végétaliser, puis aussi sur toutes les choses où il y a des co-bénéfices. Sur les infrastructures de mobilité, par exemple, mettre en place plus de mobilité douce, de mobilité active. Ça, c'est chouette parce que ça coûte pas forcément extrêmement cher et ça améliore tout de suite la qualité de vie des gens parce que marcher plus, faire plus de vélo, c'est mieux pour notre santé, c'est mieux pour notre bien-être, notre santé mentale, etc. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut transformer plus facilement. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est par ça qu'on voit aujourd'hui que ça commence. Parce que ça coûte pas très cher, puis il y a plein de co-bénéfices. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à aller chercher un petit peu ces choses-là qui peuvent être plus consensuelles et avec beaucoup de co-bénéfices directs pour initier la transition. Dernière question, mon très cher Benoît. Oh, j'ai l'impression d'être la question pour un champion. Bref. Cher Benoît. Alors, en 2050, comment est-ce que tu te l'imagines, le monde ? Le monde aura forcément beaucoup changé parce que en 2050, tous les pays développés, dont le Canada, on s'est engagé à avoir atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire d'émettre moins de gaz à effet de serre que ce que les pluies naturelles seront capables d'absorber. Et les pays en voie de développement, eux, ils continueront encore à émettre encore pour 10, 15, 20 ans, mais ils seront quand même arrivés un petit peu, sont bien entamés dans leur transition. Donc c'est difficile parce que j'ai pas de boule de cristal. Donc c'est difficile, j'ai pas. Selon ta conviction, c'est s'il fallait. Non, mais c'est que le monde sera forcément différent dans le sens où on aura une utilisation beaucoup plus rationnelle de l'énergie, c'est-à-dire qu'on la gaspillera beaucoup moins qu'aujourd'hui. En fait, on se rendra compte de comment l'énergie est précieuse et comment il faut l'utiliser de la manière la plus intelligente possible. Donc il y aura une réduction vraiment de la consommation énergétique, je pense, mais sans forcément une réduction drastique de notre qualité de vie.
notamment grâce au co-bénéfice, on en parlait un petit peu, mais du fait qu'il y a plein d'usages aujourd'hui de l'énergie qui sont très gourmands, notamment la motorisation qui pèse très lourd, qui en plus a j'allais dire des co-bénéfices, mais c'est pas des co-bénéfices, ça a des impacts négatifs par ailleurs sur la sédentarité, sur la pollution de l'air. Enfin, donc il y aura des aspects comme ça où je pense qu'on vivra mieux. On vivra plus lentement aussi, je pense, parce que ce que nous a offert l'énergie, c'est l'immédiateté. Pour plein de trucs, hein, que ce soit sur l'information ou même sur les chaînes logistiques. On vivra plus lentement. Je pense qu'on verra un mouvement de démondialisation, en tout cas des flux physiques, pas de l'information, mais l'information on sera encore plus connecté que maintenant, je pense, mais sur les flux physiques, on reviendra à des flux plus proches, plus locaux. On le voit déjà un petit peu avec l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, on le voit un petit peu avec la transformation en Europe aussi, avec la taxe carbone aux frontières. Je pense qu'on reverra une réindustrialisation par nos sociétés en fait plus proches de nous. Je pense, en tout cas j'espère qu'on aura réussi à construire des prises de décision plus démocratiques, plus locales, parce que pour piloter la transition, on va en avoir besoin. Donc je pense qu'on aura des démocraties plus abouties, plus ancrées dans le local, pour piloter justement la complexité des transformations qui seront nécessaires. Je pense qu'on peut pas faire sans les personnes, donc il va falloir réussir à les impliquer vraiment beaucoup plus et plus localement pour être acteurs de la transition. C'est pas vrai qu'il y a une feuille de route à suivre et appliquer partout pareil, hein, donc il faudra la discuter avec les gens, avec les parties prenantes vraiment localement et puis négocier avec eux. Donc je pense qu'il y aura cet aspect-là. Et je pense qu'on sera pas plus malheureux qu'aujourd'hui. je pense vraiment qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qu'on fait avec notamment une course effrénée à la consommation, puis aussi à l'aspect à la monétarisation, j'ai envie de dire, de la sphère sociale. Aujourd'hui, tout se monétarise, tout s'échange par le biais monétaire et enfin vraiment des trucs, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur ce qui se passait il y a quelques décennies ou quelques siècles, la sphère du monde marchand a extrêmement progressé dans nos relations sociales, et donc il y a une course effrénée aujourd'hui à aller chercher à produire de la richesse au sens monétaire, à aller chercher de l'argent pour pouvoir vivre, parce qu'en fait on n'a plus accès à rien sans échange marchand. Donc je pense et j'espère que la sphère marchande va dégrossir un peu, avec une reconstruction de plus de solidarité locale, de plus de solidarité autour de nos communautés, vraiment proche de nous, à l'échelle des villes, etc. Je pense qu'on va aussi aller vers un mouvement de densification des villes moyennes. 2050, c'est proche encore, donc on aura sûrement encore des grandes mégalopoles, mais je pense que les villes moyennes vont se densifier quand même, puis on va réussir à mieux vivre dans ces villes plus denses. Et et j'espère qu'en 2050, on n'en sera plus à faire connaître à la population le contenu des rapports du GIEC. Je pense ce sera derrière nous. Puis je pense qu'on se félicitera d'avoir été la génération qui a sauvé la planète, quoi. Si on veut si on est convaincu par ce super discours, où est-ce qu'on va pour la fresque du climat ? La fresque du climat, ce qui est génial maintenant avec la plateforme qui existe là, c'est que si vous tapez la fresque du climat sur Internet, vous voyez tous les créneaux des ateliers qui sont donnés en ligne ou en présentiel partout dans le monde. Donc vous pouvez même filtrer par aire géographique et vous pouvez vous inscrire pour participer à un atelier. Ça, c'est top. Et sinon, même vous pouvez aussi contacter l'association directement pour avoir un atelier dans un cadre pro. Ça peut passer aussi par l'association, puis après, l'association redistribue. Donc vraiment, sur le site internet, allez-y. Et sinon, nous, on a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, la fresque du climat Québec, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité des ateliers qui se donnent au Québec et à Montréal. Trop cool. Merci en tout cas pour cet épisode et pour ton temps. Et puis, je vous invite à aller vous inscrire à la fresque du climat et à bientôt sur Post Carbone. Merci. Merci les gars. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que tu as trouvé le contenu intéressant. Toutes les sources sont disponibles sur la description de l'épisode. N'hésite pas à t'abonner, nous laisser un commentaire et surtout, n'hésite pas à le partager à un maximum de personnes. C'est vraiment ce qui nous aide le plus.